Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à un documentaire d'RMC Découverte sur l'autoroute A4. Bon visionnage. Depuis plus d'un demi-siècle, l'autoroute A4 règne sans partage sur tout le quart nord-est du territoire. Elle quitte Paris, croise Reims et Metz, pour rejoindre Strasbourg, 482 km plus loin. Véritable carrefour européen, la dernière née des grandes autoroutes françaises est aussi la plus longue, après l'A10 et la 89. Inaugurée en 1976, elle a été pensée pour accompagner les grandes mutations économiques, l'explosion de la voiture individuelle pour tous et l'essor des villes nouvelles que l'autoroute traverse dans un tissu urbain très dense. Les 12 km qui sont dans la région parisienne ont coûté un quart en fait du coût global de la construction. Aux abords de la capitale, on lui donne le nom de plus grand bouchon d'Europe. Pour le coup, ça c'est vrai, hein. Vraiment, les bouchons sur la 4, c'est interminable, surtout aux heures de pointe, évidemment. Ici, certaines portions peuvent parfois atteindre 250 000 véhicules par jour. Pour moi, l'autoroute A4, par rapport à toutes les études que j'ai pu faire sur les autoroutes, c'est l'une des autoroutes qui a finalement le plus intégré son environnement, le paysage, l'architecture et l'urbanisme. Ça aussi, c'est vrai. Des fois, en fait, tu passes à côté, mais tu t'en rends même pas compte. Mais pour en revenir aux bouchons, je me souviens qu'une fois, on rentrait de vacances, etc. Et au début, il y avait des bouchons. Bon, on se dit classique, il n'y a aucun problème. Il était 20 h ou 21 h et quelques, etc. On arrivait en fait au niveau de Paris, et évidemment, il y avait des bouchons. Sauf qu'en fait, on n'avait pas se douté une seule seconde que ces bouchons étaient si importants qu'on allait rester en fait bloqué jusqu'à 5 heures du matin, littéralement. 5 heures du matin dans les bouchons. Et même si tu sortais, etc., parce que tout le monde avait Waze, en fait, Waze disait à tout le monde, ouais, vous avez une déviation, en fait, passez par ici, etc., vous aurez moins de bouchons et tout. Mais vu que tout le monde faisait la même chose, en fait, bah, voilà, ça déplaçait, en fait, le bouchon ailleurs dans les rues, en fait, etc., là où il y avait plein de feux rouges. Bref, c'était bien pire que ça. Et surtout les panneaux qu'on voyait, en fait, ça mettait, ouais, la 1 est fermée, enfin, la 1 est fermée, la 3 est fermée. En fait, toutes les autoroutes radiales étaient supposées fermées, littéralement. Et bah, à partir de là, bah, on n'a rien compris, en fait. Mais bon, on a été forcé, en fait, de continuer, hein, malgré les bouchons. On devait forcément rentrer chez nous. Mais bon, voilà, c'était un souvenir comme un autre. Mais comme quoi, la 4 en vrai, c'est chaud, hein, comme autoroute, hein. Enfin, au niveau de Paris, en tout cas, sur les heures de pointe, hein. C'est très très chaud. 50 ans d'histoire, 50 ans d'usure et d'adaptation, 50 ans à absorber l'intensité d'un pays en mouvement. L'autoroute, c'est absolument un objet vivant. Il est fait de béton, de métal, d'acier, d'asphalte. Mais en fait, c'est un objet absolument vivant. Bah, il faut Modernisation l'entretenir des surtout. chaussées, Faut l'entretenir parce que ça coûte très très cher à entretenir en soi, hein. Surtout quand elle comporte beaucoup d'ouvrages d'art comme des ponts, des viaducs, des tunnels, etc., hein. Ça coûte très 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 cher. Et c'est ça qui justifie en partie le prix un petit peu abusé des péages, surtout maintenant d'ailleurs. invention du péage en flux libre, protection pour réduire le bruit, intervention de jour comme de nuit. L'autoroute de l'Est est un chantier colossal et permanent pour lui offrir un futur à la hauteur de son rôle stratégique. Une grande partie du territoire francilien reste très dépendant de la route. Donc on n'a pas le choix. Pendant encore de nombreuses années, on va être obligé de maintenir, voire de développer un petit peu l'offre de circulation sur les routes. Une dépendance à la route, encore très grande, mais qui se heurte de plein fouet, 50 ans après la construction de l'autoroute de l'Est, aux questions environnementales actuelles. À l'image du chantier de la nouvelle autoroute A69 entre Toulouse et Castres, très contestée, et qui divise l'opinion publique sur la nécessité de nouveaux axes rapides. Ouais, j'en avais déjà On a eu entendu parler et je pense que c'est par rapport aussi au patrimoine forestier que l'A69 pourrait traverser et qui nécessiterait en fait de détruire je ne sais pas combien d'espèces de races très très importantes d'arbres du coup, en gros. Et ça en fait malheureusement la population elle a raison en fait de s'y opposer parce que ça compromettrait en fait l'écosystème qu'elle traverserait du coup. Et ça c'est tout à fait normal. Mais pour la 4 en vrai j'ai hâte de savoir pourquoi en fait ça pose problème. Du coup, ou en tout cas que sa présence pose problème pour les populations et pour l'écosystème enfin, les écosystèmes qu'elle traverse. 400 événements d'agression ou de Ah ouais, dégradation ou d'incidents sur le chantier. On a porté plainte 250 fois.
Quels travaux de compensation sont exigés pour réparer les dommages causés par les nouveaux chantiers XXL? Comment gérer au quotidien un trafic mêlant voitures et poids lourds sur les 482 Ouais, gérer un flux en fait de cette longueur-là, franchement, force au PC, hein, au poste de commande, bien entendu. Ça va être super compliqué, hein, surtout sur Paris en vrai. Sur Paris, ça va être quelque chose. kilomètres de l'autoroute A4? Quels sont les défis techniques pour moderniser un axe aussi primordial et le maintenir en bon état? Pour le savoir, plongez dans les coulisses de l'autoroute A4, une méga structure qui continue, même après 50 ans d'existence, de surprendre par sa modernité. Ce soir, l'autoroute A4 est sur le point de vivre un moment très rare. Une fermeture complète dans les deux sens de circulation afin de sécuriser une zone de chantier. Sur la commune de Bussy-Saint-Georges, à 25 Ouais, km je vois très bien où c'est, hein. Et par contre, il manque un S, hein, à Georges, mais bon, on va pas faire les difficiles. de Paris, entre les sorties 12 et 12 points de l'autoroute, le concessionnaire Sanef réalise des travaux d'amélioration de son réseau. Pour fermer une autoroute, il faut beaucoup d'espace car la procédure court sur presque 4 km. À l'aide de cônes de balisage, elle consiste à diriger le flux de véhicules de la voie la plus rapide vers la voie la plus lente et à l'aiguiller enfin sur une bretelle de sortie. Afin de desservir la zone d'activité commerciale de Sycomore, au nord de l'autoroute, ainsi que la nouvelle zone d'activité commerciale de la Rucherie, qui verra le jour au sud de l'autoroute, un diffuseur complet est créé. Une nouvelle entrée et une nouvelle sortie, dans les deux sens de circulation, permettront l'échange entre l'A4 et le réseau secondaire vers les deux zones d'activité commerciale. Tandis qu'un nouvel ouvrage J'aimerais trop être capable de faire ce genre d'animation. Franchement, juste pour illustrer des vidéos, c'est incroyable. J'aimerais trop pouvoir faire ça moi aussi. d'art traversera l'autoroute pour les réunir. Le coût de ce nouveau diffuseur complet est de 30 millions d'euros. Cette nuit marque un véritable tournant pour ce Chef de centre de Couderoult, Sanef. Alors, je sais qu'il y a un péage là-bas, vers Couderoult, je sais pas comment on dit, Couderoult. Bon, je sais pas, bref. Et bon, c'est l'un des premiers péages en partant de... Enfin, c'est le premier péage en partant de Paris, littéralement. chantier long de plusieurs mois. On ferme cette autoroute parce qu'il y a une opération qui est assez exceptionnelle et rare. C'est le ripage du pont. L'ouvrage qui est derrière moi, il va venir s'installer au-dessus de l'autoroute A4 à l'aide d'engins spécialisés qui sont assez volumineux. Une opération de très grande envergure. Les équipes n'ont que quelques heures pour poser sur ces appuis la première des deux sections du nouveau pont. C'est impossible de laisser la circulation aux clients parce qu'à un moment donné, nous allons avoir l'ouvrage qui va être sur l'ensemble des voies de l'autoroute. C'est pour cela que l'opération, elle est prévue de nuit et en été, puisque dans notre secteur, c'est là où il y a un peu moins de circulation qui est prévue. Top chrono, c'est parti. Cette première section représente une Attends, mais c'est pas des grues en fait qui vont... Ok, bah pourquoi pas, hein. Je pensais que ça allait être fait autrement, mais visiblement. masse de plus de 700 mètres carrés. Longue de 48 mètres et large de 15 mètres, elle pèse 300 tonnes. Un poids honorable, mais relativement léger pour un tel volume. La raison est qu'à ce stade, ce n'est que le squelette du pont qui est déplacé. Cette superstructure, constituée de 23 poutres d'acier de 55 cm de haut pour lui donner de la résistance dans sa longueur, enfermée dans une énorme cage d'acier pour lui donner de la résistance dans sa largeur, a été complètement préfabriquée. Une méthode très innovante. Auparavant, on aurait posé le tablier poutre par poutre, ce qui nous aurait demandé quasiment 3 semaines de fermeture d'autoroute A4. Et donc avec ce procédé, enfin le choix qui a été décidé, c'est de préassembler donc la structure du tablier avec les poutrelles sur une plateforme dédiée à proximité de l'ouvrage d'art et de la cheminer en 2 colis à l'aide de SPMT. Ce sont des remorques multisessieux autodirectionnelles, autopropulsées, et qui permettent de transporter des charges lourdes avec une très grande précision.
2 remorques à propulsion hydraulique sont nécessaires pour déplacer l'énorme masse. Chacune est dirigée par 48 roues, 96 au total. À L2, ces remorques pourraient déplacer jusqu'à 1000 tonnes. Circulant à faible allure, il leur faudra plus d'1 heure pour positionner le colis numéro 1 sur ses 23 appuis. Pour la réalisation de cet ouvrage, donc, il a fallu réaliser des fondations. Donc c'est 35 pieux, un diamètre d'1 mètre, 20 à 25 mètres de profondeur. Tout ça pour supporter donc, les appuis du tablier. Donc, il y a eu les 2 culées aux extrémités, les 3 piles intermédiaires, donc, qui représentent un volume de béton de 1250 mètres cubes. Soit 6000 tonnes de béton rien que pour les fondations. Cette technique, dite des poutrelles enrobées, utilisée par la SNCF depuis plus d'1 siècle, est régulièrement empruntée par les concessionnaires d'autoroutes pour sa rapidité de mise en œuvre. Donc les clients qui aujourd'hui ne savent pas forcément à quoi servent les travaux, demain matin, à partir de 5 heures, ils vont voir le pont et là, tout de suite, il va y avoir la magie justement qui va opérer et ils vont comprendre pourquoi il y a des travaux en ayant quelque chose de concret de mis en place. Dans quelques jours, le colis numéro 2 sera installé et l'ensemble du tablier du nouvel ouvrage d'art pourra être... En gros, ils le font en puzzle pour que ce soit beaucoup plus simple à transporter, etc. Et c'est tout à fait logique. Mais par contre, la rapidité d'exécution, ça m'étonne, hein. 1 heure pour que l'engin en fait déplace le premier colis et qu'il le place au bon endroit. Après, je connais pas la précision, je pense que ça va être en millimètres en vrai. Et, ce qui est déjà incroyable en soi pour une partie de l'ouvrage de cette envergure, mais bon. bétonné. Le chantier de ce nouveau diffuseur est très représentatif de l'effort de modernisation constant de l'infrastructure et montre que, bien qu'ancienne, l'autoroute A4 reste très actuelle. Ah, il y a intérêt. Âgé de 50 ans, son tracé a été décidé dès 1957 avec l'avènement de la voiture individuelle. Un historien, ok, c'est parfait. Il va pouvoir nous raconter. Évidemment, l'autoroute en vient presque naturellement, dans le contexte des Trente Glorieuses, dans le contexte d'une motorisation de masse, à s'imposer dans l'offre de transport. L'idée, évidemment, c'est d'accélérer le territoire, de le rendre plus nerveux. L'autoroute de l'Est quitte Paris au kilomètre 0 et traverse 9 départements pour relier Strasbourg. Alors d'abord, tout à gauche, enfin là on a la Seine-Saint-Denis, ensuite on a le Seine-et-Marne, ensuite on a l'Aisne, je crois, le 02 c'est l'Aisne, hein, celle qu'on voit au-dessus ici là. Donc l'Aisne, la Marne, puis ensuite après la Marne, ça j'ai zappé, je l'avoue, peut-être la Moselle, non peut-être pas la Moselle. Là c'est peut-être la Moselle, non c'est pas la Moselle c'est ici, la Meurthe-et-Moselle c'est là, donc là c'est la Meuse en fait entre les deux, et après ça se termine par le Bas-Rhin, normalement. Donc ouais, je pense que ça c'est la Meuse, ensuite ça c'est la Meurthe-et-Moselle, et ensuite ça c'est la Moselle, et ensuite c'est le Bas-Rhin. Ok. Pour 482 km plus loin. Plutôt que de retenir la ville de Nancy, où passe déjà la Nationale 4, Ouais, la Nationale 4, on a le temps d'y revenir, enfin on aura le temps d'y revenir dans une autre vidéo, parce que il y a des choses à dire sur le nombre d'accidents qu'il peut y avoir, hein, comme les collisions frontales, etc. on lui préfère la ville de Metz, plus au nord. Un choix qui, à l'époque, fait polémique. L'idée, c'était plutôt de connecter avec le Luxembourg aussi. C'était de relier avec ce qu'on appelle le Benelux, hein, et puis surtout de dynamiser. Bon, le Benelux, pour faire simple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste la fusion de Belgique, enfin Netherlands, du coup, donc les Pays-Bas, plus le Luxembourg. En fait toute la région nord qui a perdu petit à petit toute son industrie liée aux mines et finalement de redynamiser en faisant passer cette autoroute, connecter cette région à l'ensemble de la France. Inaugurée dans sa totalité en 1976, l'autoroute A4 est la dernière des grandes autoroutes qui partent de la capitale. La 13, l'autoroute de l'Ouest, file vers la Manche. L'autoroute de l'Ouest, c'était l'ancien nom, maintenant on l'appelle plutôt l'autoroute de Normandie et elle relie Paris à Caen, du coup. Et les paquebots transatlantiques d'avant-guerre. La 1, l'autoroute du Nord, Ouais, l'autoroute du Nord qui relie Paris à Lille, ouais, ok. relie les grandes Sur environ industries 211 km, ok. du nord de la France.
Et l'A6, La 6 qui relie Paris à Lyon sur 445 km. Oui, d'accord, ok. l'autoroute du Sud, rejoint Lyon, Marseille et connecte Mais il y en Paris a au plein sud d'autres de la encore. France. Et la 10 aussi, hein. Il l'a oublié, je crois. Ces 3 premières autoroutes ont été pensées il parle comme des des premières. autoroutes de destination, avec peu de diffuseurs. L'autoroute A4, elle, achevée plus tard, dans un maillage immobilier plus compact, est pensée aussi de ce fait pour desservir des villes nouvelles, comme Marne-la-Vallée. Noisy-le-Grand, Ouais, non, c'est le Grand. Champs-sur-Marne ou Champs-sur-Marne. Marne-la-Vallée, où se Ouais. trouve le parc Disneyland. Pour moi, l'autoroute A4, c'est l'autoroute urbaine. C'est vraiment presque un boulevard urbain dans le Grand Paris, puisque aujourd'hui, la région parisienne, c'est une métropole. Donc pour moi, c'est une des artères. Ouais, Strasbourg aussi, c'est une métropole en soi. C'est même plus que ça, c'est une eurométropole. C'est là où il y a le Parlement européen, si je dis pas de bêtises. Comme les autres autoroutes, mais Mais intégrées. c'est bien parce qu'en fait, la 4 permet aussi de décentraliser Paris en soi. Ça permet en fait de mettre en lumière d'autres communes comme, je sais pas, je pourrais citer Reims aussi, qui est un peu la ville des rois, etc. Donc, là où plusieurs rois ont été sacrés là-bas, du coup. Il y a aussi la ville de Verdun, du coup, par rapport à la guerre, etc. Il y a aussi Sainte-Menehould. Il y a aussi Fréming-Merlebach, je crois, un truc comme ça. Il y a Metz, il y a plein de villes, etc. que la 4 dessert. Et je trouve que c'est très très important pour le développement de ces villes. Pour sortir de Paris et puis relier les différentes communes de l'Île-de-France. Mais penser et construire une autoroute à la fin des années 70, dans un tissu urbain qui se densifie à mesure qu'on s'approche de la capitale, se révèle être très coûteux. C'est vrai. Mais de toute façon, Les une autoroute, 12 ça coûte cher. km qui sont dans la région parisienne ont coûté un quart en fait du coût global de la construction. Parce que les 12 km dans la région parisienne, ces 12 km qui ne sont pas dans la campagne, il va falloir franchir, passer sous, enjamber déjà Ah, mais c'est ça, c'est juste les ouvrages d'art qui coûtent très très cher à réaliser et à entretenir surtout. des infrastructures existantes, des parties de ville. Donc c'est une autoroute, ce qu'on appelle une autoroute urbaine. Côté Paris, c'est le service public de la direction des routes d'Île-de-France, qu'on appelle simplement la DIRIF, qui entretient et modernise les 14 premiers kilomètres de cette autoroute de l'Est, très stratégique. Et ça parce qu'en fait, cette partie-là, les 12 km dont ils viennent de parler, elle n'appartient pas à SANEF, du coup. Elle appartient à la DIRIF d'Île-de-France. L'autoroute A4, c'est la colonne vertébrale vraiment de tout l'Est parisien, puisque c'est la seule autoroute qui permet de desservir la plus grosse partie du territoire à l'Est, alors que sur le reste du réseau, on peut avoir 2 ou 3 grands axes. Là, on n'a vraiment que l'autoroute A4, donc elle a une fonction structurante particulièrement importante, et notamment par rapport à l'activité économique. Le chemin vers l'Est commence à la porte de Bercy. Le super échangeur y connecte la capitale au boulevard périphérique. À la porte de Bercy, franchement, c'est un de ces labyrinthes. Ouah. Et je crois qu'il y a plusieurs étages en plus, hein. Tu peux aller dans toutes les directions. C'est un coup à se perdre facilement, même quand t'es habitué. Au quai de Seine et bien sûr à l'autoroute A4, à qui on a dû faire de la place. Le premier tronçon est très intéressant puisqu'il a été construit sur le tracé par le comblement du canal Saint-Maurice. Le canal Saint-Maurice qui est bordé par des platanes qui sont toujours aujourd'hui existants. Le tracé se faufile ensuite, semblant vouloir s'échapper à travers les villes et les sites naturels. Il évite toute la partie du bois de Vincennes. On est au sud du bois de Vincennes, donc on contourne le bois de Vincennes, puis on continue. Et là, on suit toujours la Seine, on arrive à la Marne, et se trouve le premier grand échangeur. Donc c'est l'échangeur aussi La Saint-Maurice. 86, je crois. Ouais. C'est là où en fait où la 4 se déconnecte de la 86. Donc. Parce que la 86 se connecte à la 4 vers le Péreux et se déconnecte vers cet échangeur-là, en gros, vers là où on vient de dire. Je crois que c'est Saint-Maurice, je crois, un truc comme ça. Avec 4 viaducs qui enjambent la Seine et qui viennent en fait connecter l'autoroute A4 à l'A86. L'autoroute A86 est un super périphérique. Ouais, c'est le Une périphérique rocade d'Île-de-France. qui contourne Paris en traversant sa métropole. Elle partage un tronc commun avec l'autoroute A4 entre Joinville-le-Pont et Nogent-sur-Marne, sur Ouais, un peu voilà, c'est ça. Nogent-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, le Péreux, etc. Et ensuite, elle ressort vers Joinville-le-Pont. plus de 3 km.
Sur ce seul segment se concentrent jusqu'à 250 000 véhicules par jour. Le viaduc de Joinville, qui franchit la Marne, en est un élément central mais accélérateur de ralentissement. En faisant passer la circulation de 6 à 4 voies, il agit comme un véritable entonnoir. On n'a pas la somme des voies de la 4 et la 86 et c'est là qu'on a les bouchons les plus importants. Il y a eu de très vieux projets qui consistaient à voir si on pouvait l'élargir, donc il coûte très cher et puis avec beaucoup de contraintes, donc on n'a jamais réussi à le faire. Après, je pense que l'élargir, ça servirait pas à grand-chose, hein, honnêtement. Je pense pas que ça servirait à grand-chose. Je pense que ça multiplierait encore plus les bouchons à cet endroit-là. Mais bon, ça aurait pu être une possibilité à étudier, mais je pense pas que ça aurait été forcément le plus pertinent. Long de 300 mètres, le viaduc de Joinville, mis en service en 1976, est en fait constitué de 2 viaducs, au nord et au sud de l'autoroute A4. Le tablier de l'ouvrage est réalisé avec une centaine de voussoirs en béton armé. Comparables à des tranches de pont, ils sont maintenus ensemble grâce à des câbles qui passent à l'intérieur de l'ouvrage en y exerçant une pression constante. L'ensemble, soutenu par 9 piles, culmine à plus de 18 mètres de haut. Avec une circulation très soutenue à l'approche de Paris, les équipes de la DIRIF ont beaucoup à faire pour maintenir l'autoroute A4 en bon état de fonctionnement. Pour cela, il est nécessaire de fermer l'axe aux usagers très régulièrement, ce qui demande une grande coordination. Donc les gars, on se sent fermé A4 Yankee de 0 à 13, A4 à 3, A3 à 4, dans les deux sens. Ça marche? Donc voilà les gars, on y va. C'est parti, les 13 premiers kilomètres de l'autoroute vont bientôt être bouclés pour y réaliser des travaux d'entretien. Il faut 1h30 pour la neutraliser complètement. Afin de gagner du temps, une première équipe... Mais surtout, c'est très très dangereux pour les équipes d'intervention d'intervenir de nuit parce qu'on ne sait jamais, en fait, c'est surtout vers la nuit où les gens en fait, font un peu moins attention au niveau de la conduite. Ferme les axes principaux, pendant qu'une autre ferme les bretelles d'accès. À 22h15, l'autoroute appartient aux équipes pour la nuit. Donc là, c'est des moments assez kiffants où on peut prendre l'autoroute à contresens. Voilà, c'est que ces soirs-là qu'on peut le faire. Ouais, c'est pas uniquement le fait qu'il soit à contresens, c'est le fait qu'il y a littéralement personne, même pas un chat. Du coup, c'est ça qui est assez satisfaisant, je pense, pour lui. Pour ces opérations d'entretien, l'autoroute est fermée en moyenne 2 fois par semaine, toujours la nuit. Très concrètement, en jour, les neutralisations de voies, les fermetures, c'est pas possible. Hein. On neutralise qu'en cas d'accident ou d'incident qui nécessite de mettre en sécurité les usagers. Mais sinon, les travaux, c'est de nuit. Hein. 10 entreprises différentes sont attendues pour mutualiser cette nouvelle fermeture nocturne. Pour elles, il s'agit tout autant de contrôler des panneaux de signalisation que de balayer le viaduc de Joinville ou encore de reboucher des nids de poules qui sont pris très au sérieux. Parfois, en quelques minutes, la chaussée s'ouvre littéralement et laisse apparaître ces trous béants. Et donc là, on n'a pas le choix, il faut vraiment intervenir très rapidement. Donc là, on a profité de la fermeture de cette nuit pour faire intervenir une entreprise extérieure qui vient avec de l'enrobé à chaud. Et puis peut-être, voilà, dans les années à venir, refaire complètement l'intégralité du tapis, quoi. Voilà. Exploiter, entretenir et réparer sont les missions de la DIRIF. La fermeture de cette nuit est donc aussi l'occasion de poursuivre un chantier de rénovation long de plusieurs mois, le remplacement de panneaux anti-bruit. C'est des panneaux qui avaient vraiment grand besoin d'être changés. D'ailleurs, quand vous passiez sur ces viaducs, on voyait bien qu'il y avait des panneaux qui manquaient, quoi, hein. C'était un petit peu comme une dentition à laquelle il manquait des dents, quoi. Voilà, on voyait vraiment clairement qu'il y avait des trous, là. Et là, on va arriver sur le chantier des panneaux. Donc là, vous voyez, il y a des trous. Hein.
Certains panneaux en verre, installés il y a un demi-siècle, ont éclaté au fil des années. Et le dispositif au complet ne Ah ouais, ça a duré environ une cinquantaine d'années, quoi. Wouah, quand même, hein. remplissait plus son rôle de protection phonique pour les riverains. Ils sont 14 000 à vivre à proximité immédiate du viaduc de la Marne. On est ici sur le viaduc en surplomb de communes, Maison-Alfort, Créteil, Saint-Maurice, Charenton, qui sont des communes avec des habitations ou du tissu pavillonnaire ou des petits immeubles qui se situent juste en contrebas. Au total, le chantier concerne 750 panneaux, 350 ont déjà été remplacés. On a déjà pas mal avancé, le viaduc Nogent-Créteil est presque fini. Okay. Donc là, tu as combien? 2 équipes qui tournent là? Il y a 2 équipes. Ouais. Et j'ai aussi une équipe qui fait les joints sous les écrans. La proximité des habitations imposait d'agir durablement pour lutter contre les nuisances sonores de l'autoroute. Un panneau anti-bruit, une fois qu'il est mis en place, il permet de ne pas laisser le bruit et de le diriger en hauteur. Ouais, ça permet de l'étouffer pour pas que ça atteigne en fait pour pas que ça crée de nuisances sonores envers les habitations et les ménages, c'est pour ça. Mais c'est tout à fait normal, hein. Mais il y a plusieurs moyens en fait d'étouffer le bruit d'un axe routier ou en tout cas de le diminuer drastiquement. C'est juste que ça coûte évidemment super cher. Pour protéger les habitations qui sont en contrebas du viaduc. Voilà. Tous les écrans n'ont pas la même dimension. Préfabriqués par des entreprises extérieures, il faut environ 10 minutes aux équipes de la DIRIF pour installer un nouveau panneau de 75 kg. Aujourd'hui, le verre n'est plus utilisé. Un panneau anti-bruit, il est constitué d'un panneau en polycarbonate d'une épaisseur de 20 mm qui est pris dans un cadre en aluminium pour rendre la rigidité plus importante. Plus l'épaisseur du polycarbonate est importante, plus on assure une protection phonique importante. Un dispositif comme celui-ci permet une réduction sonore d'environ 10 décibels. Ça peut sembler peu, mais le bruit perçu est divisé par 2. C'est vraiment énorme. Le budget de ce chantier représente 1,5 million d'euros. Non, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attends, c'est quoi? C'est le tunnel André Dreyer, je crois. Dreyer, un truc comme ça, il me semble. Donc c'est, ouais. En partant de Paris, c'est l'un des premiers tunnels de la 4, du coup. Oui, Benoît, est-ce que tu peux lancer un scénario de fermeture de tunnel, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Je pense qu'il a fait ça pour tester en fait les panneaux d'affichage dynamique. Du coup. Donc ouais, je pense qu'il va tester en fait autre chose, ou alors il va juste laisser les croix comme ça, je sais pas, on va voir. Outre les travaux d'entretien et les chantiers de rénovation, cette fermeture est aussi l'occasion de procéder à des contrôles des dispositifs de sécurité. Notamment au niveau du tunnel de Champigny. En fait, nous fermons le tunnel s'il y a un incendie pour pas que d'autres véhicules puissent rentrer dans le tunnel. Nous fermons aussi en cas d'incident grave, par exemple si on n'a plus d'énergie dans le tunnel, donc on ne peut plus mettre la ventilation en marche. Ouais, la ventilation pour éviter en fait des accidents du style le Mont Blanc, où tout le monde en fait est rentré dedans alors qu'il y avait du feu et la fumée en fait a intoxiqué tout le monde du coup. Donc ouais. Depuis ces accidents-là, en fait, maintenant la sécurité a drastiquement augmenté sur les autoroutes, hein. Ça rigole même plus, hein. Incendie, on ne pourra pas faire évacuer les fumées et faire évacuer les gens dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que on teste ces fameuses barrières. Ok, tu peux rouvrir les barrières. Mis en service en 1976 également, le tunnel de Champigny est au départ une tranchée qui a été recouverte pour limiter les nuisances sur le voisinage et préserver l'espace urbain. Long d'1 kilomètre, il est constitué de 2 tubes et de... Alors, c'est pas vraiment 1 kilomètre, hein, parce que du coup, là, d'après ce que je comprends, il compte aussi le tunnel André Drey, en fait, dans la présentation, mais en vérité, c'est 2 tunnels bien distincts. C'est-à-dire qu'il y a un petit espace qui sépare les deux, quand même, on va pas se mentir. Enfin, un espace considérable, quand même.
Donc non, ils sont pas si longs que ça, c'est quand on les réunit en fait qu'ils font 1 kilomètre. Et encore. Parce qu'il faut vraiment pas jouer avec... Enfin, faut vraiment pas réunir les deux et jouer avec les mots, etc. Hein. C'est deux tunnels bien distincts. Du coup, donc d'un côté le tunnel de Champigny, de l'autre côté le tunnel André Drie. De 8 voies, 4 par sens. Outre les 5 barrières de sécurité, l'ouvrage concentre des dispositifs de ventilation, de désenfumage, de 88 caméras intelligentes et de 13 issues de secours. Oui, Benoît, tu peux lancer le scénario AEV, s'il te plaît? Ouais, c'est parti. Hop, c'est bon. Ok. Le système d'auto-évacuation est aussi à tester ce soir. Il permet, en cas d'incident grave, de diriger les naufragés de la route vers les issues de secours. Le son est assez fort. Ça permet aux usagers d'entendre le message depuis leur véhicule. Dès 5 heures, toutes les opérations de nuit seront terminées et la route rendue au public. À 14 km de Paris, au niveau de Noisy-le-Grand, Ouais, ils vont parler en fait de la section en fait là où il va y avoir Disneyland Paris, etc. Je pense. J'essaie de pré-shot en vrai, mais je pense que ça va être ça. l'autoroute A4 est gérée par un acteur privé sur 437 km. Ouais, non, ils vont parler de la SANEF en fait. Ok, d'accord. Donc là, ils vont parler du point de départ où c'est plus la DIRIF qui gère l'autoroute, mais la SANEF. Ok. Un peu plus de 90% de son tracé total. Un choix stratégique qui remonte à bien avant sa construction. Le recours au secteur privé pour des investissements, pour des exploitations, a permis des réalisations qui jusqu'à présent étaient dans les limbes, qui avaient été pensées par l'État, mais pour lesquelles il n'y avait pas nécessairement le financement. Fondée en 1963, c'est SANEF, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, qui a été retenue pour construire l'autoroute A4 et la gérer pour le compte de l'État. C'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé. C'est une infrastructure qui appartient à tous les Français puisque c'est un bien public qui a été concédé. Donc la construction de l'autoroute, contrairement à ce qui se dit parfois, n'a pas été payée avec les impôts des Français. La construction de l'autoroute a été payée à l'origine par de la dette. Et cette dette, elle est remboursée par le péage, qui est finalement... Alors, franchement, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais bon, vas-y, on va faire mine de n'avoir rien entendu. Hein. Parce que quand il dit, ouais, c'est pas les Français qui payent ça, en fait, avec leurs impôts, je suis pas vraiment d'accord, hein, que ce soit avant la construction ou après la construction. Et ça se voit aussi au niveau, en fait, du tarif sur... des super profits, en fait, des entreprises, en fait, comme Vinci, Eiffage ou même Sanef. C'est n'importe quoi en fait les profits qu'ils font, ne serait-ce que sur une autoroute quoi. Une seule. Alors imaginez en fait tout leur réseau, surtout pour Vinci d'ailleurs qui possède je pense la plus grosse part du gâteau dans l'histoire. Notre unique source de revenus. L'autoroute A4, dans la plus grande partie de son tracé, est donc payante, mais pas privée. Sur l'ensemble de son tracé, il y a 6 barrières de péage. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit en fait, c'est qu'il y a 6 barrières de péage du coup. Donc la première c'est celle de Côte-Vroulte, je crois si j'ai pas de bêtises. Ensuite on a celle de Montreuil-Lyon. Ensuite celle-ci, oh, je sais plus c'est laquelle exactement. Ça c'est Swinstratzheim je crois. Swinstratzheim, bon j'ai plus le nom exact en vrai, mais c'est de l'Alsacien donc je galère un peu. Celle-ci c'est l'Operhaus, je crois, un truc comme ça. Et celle-ci ça doit être le péage de Beaumont. Mais celle-ci là au milieu, la troisième, je sais plus c'est laquelle. Oh, j'ai dû zapper en vrai. Peut-être le péage de Reims Sud en vrai ou un truc comme ça, parce que là c'est plus vers Reims, mais bon. Il y en a 6, c'est énorme. En attendant la fin du contrat de concession, qui arrivera en 2031, l'accord entre l'État et SANEF... Les 6 péages actuellement, je tiens à le préciser, c'est 44,20 €, enfin 44,20 € du coup, pour traverser en fait l'autoroute en entier, de Paris à Strasbourg. SANEF reste plus vivant que jamais. Outre les 500 ouvrages d'art existants à entretenir, la construction de nouvelles infrastructures est régulièrement décidée pour continuer à moderniser le réseau. C'est le cas pour le nouvel échangeur du Sycomore.
De retour à Bussy-Saint-Georges, 10 km après Ah, ils ont Noisy corrigé le S du coup. Ok, d'accord. C'était bien une erreur d'orthographe. le Grand, qui marque le début de la partie concédée. Les 2 colis du pont sont maintenant réunis. L'ouvrage de 4 travées fait 88 mètres de long et 17 mètres de large. À ce stade, il est entièrement ferraillé. L'énorme squelette d'acier doit maintenant être consolidé avec du béton. Alors là, ce qu'on entend, c'est des souffleurs. Donc il y a un compresseur qui pousse de l'air. L'intérêt de tout ça, c'est de nettoyer le fond de tablier. Donc l'objectif, c'est de pousser toute la saleté qui serait au fond du tablier pour que le béton qu'on vient appliquer soit très propre et sans impureté. Pour mener à bien cette opération rare, l'autoroute A4 sera à nouveau fermée dans les 2 sens de circulation. Le danger de bétonner sans fermer l'autoroute, ce serait qu'un élément casse et que le béton se déverse sur l'autoroute, ou tout simplement sans qu'un élément casse, qu'une fuite de laitance. Donc la laitance, c'est l'eau qui va couler du béton et qui va être chargée en ciment, qui tomberait sur des voitures et qui pourrait générer un accident sur l'autoroute. Quand il sera terminé, l'épaisseur du tablier sera de 80 cm environ. Mais cette nuit, c'est une première couche de seulement 15 cm qui est coulée. Elle sert à rigidifier l'ensemble des poutrelles qui pourraient se déformer sous une couche de béton trop importante. Avant d'être utilisé, le béton doit d'abord être contrôlé. Donc on rentre du béton dans un cône. On vient ouvrir ce cône et vérifier l'affaissement de ce béton. S'il reste comme le cône, c'est qu'il est trop dur. Et s'il s'écrase totalement, c'est que c'est de la flotte. Une fois le contrôle qualité effectué, le béton doit ensuite être acheminé jusqu'au sommet de l'ouvrage. Mais c'est dingue tous les procédés juste pour couler du béton. Hein. Comme quoi, vraiment, la sécurité, on rigole zéro dessus. Hein. C'est dingue. Moi, ça me fascine, honnêtement. Alors ce qu'on voit derrière nous, en fait, la toupie, donc, qui ramène du béton prêt à l'emploi, arrive, vide son béton dans le bac de la pompe. Et la pompe vient de par le bras et le tuyau donc, qui accompagne tout le bras, vider le béton directement là-haut sur le tablier. Pour cette seule première couche de 15 cm, 185 mètres cubes de béton sont nécessaires. C'est l'équivalent de 25 camions toupies. Le poids est considérable, 400 kg au mètre carré. Pour cette raison, l'opération obéit à un protocole très strict. On utilise 2 pompes puisqu'on doit respecter un sens de bétonnage. Donc on démarre comme on le voit derrière nous au centre de l'ouvrage et on vient s'écarter vers les extrémités. Ça nous permet de respecter parfaitement la structure de l'ouvrage, sa forme finale et ne pas lui générer des déformés qu'il n'accepterait pas. Couler le béton dans la structure métallique. C'est aussi pour répartir un peu le béton de manière homogène pour pas qu'il y ait trop de points d'un côté plus que de l'autre. C'est logique. Du tablier nécessite 3 postes différents. Donc on a une personne qui tient le tuyau pour guider ce béton. On a juste à côté de lui l'opérateur de pompe qui lui guide de manière un peu moins précise ce tuyau, qui le met à l'approche. Et on va voir ici juste devant nous le poste de vibration du béton. Donc là on vient serrer le béton dans l'ouvrage pour qu'il s'homogénéise et qu'il se libère de son air. Vibrer le béton améliore aussi sa densité et son adhérence sur les armatures. Dans quelques jours, c'est encore 720 mètres cubes de béton qui seront coulés pour achever ce tablier de 80 cm d'épaisseur. Ajouté aux travaux de la nuit, cela représente 900 mètres cubes de béton pour un total de 2500 tonnes. Quelques kilomètres après les travaux du Sycomore, se trouve la première barrière de péage. Ouais, celle de Coutevroux du coup. Celle de Coutevroux, à 35... Ok, d'accord. Bon, maintenant j'ai la prononciation claire parce que je disais Coutevroux, donc je suis en bête du coup, mais bon, au moins voilà, vous avez compris l'idée. 5 km du centre de Paris. Elle marque le début d'un tracé moins urbain. L'autoroute nous emmène à travers champs, vers les sorties pour Meaux, Château-Thierry, Reims, Valmy, Verdun. Elle nous fait découvrir des paysages ruraux,
Danse avec la ligne à grande vitesse, est européenne, sans jamais devoir franchir de grands obstacles. Il y a très peu d'ouvrages d'art puisqu'on suit finalement la topographie existante en évitant le passage à travers des zones plus urbaines, à l'exception du passage de la Meuse, avec la Meuse donc, qui a un lit qui est très large. J'avais bien raison sur le département tout à l'heure, c'était bien la Meuse en fait, le département, le troisième qu'il traverse, ou le quatrième, je sais plus. Donc presque marécageux. Donc là, il y a un très grand ouvrage d'art, donc qui est le viaduc de la Meuse, qui permet de traverser, mais c'est quasiment l'unique. Sur la plus grande partie de sa longueur, l'autoroute A4 possède 2 voies de circulation. Avec les bandes d'arrêt d'urgence, les dégagements jusqu'aux clôtures et le terre-plein central, sa largeur est d'environ 45 mètres. Ça, c'est pour la partie visible. Pour la partie invisible, l'autoroute fait plus d'1 mètre d'épaisseur. Sous la couche de roulement, de 2,5 cm, qu'on appelle des enrobés, se trouve la couche de liaison, faite de béton bitumineux sur 8,5 cm. À la couche de base, réalisée avec des dalles de béton d'environ 40 cm, succède la couche de fondation de 15 cm, qui est faite d'un mélange de gravier et de ciment. La couche de forme est un traitement sur 40 cm du sol existant, mélangé Attends quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 couches. à de la chaux. Ouais, il y a sûrement en fait 2 couches qui sont naturelles, mais quand même, 5 couches. Juste pour de la voirie, hein, encore une fois. Construire l'autoroute A4, comme tous les grands ouvrages qui ont structuré la France d'après-guerre, a été un chantier titanesque dont il est aujourd'hui difficile de s'imaginer l'ampleur. Répartis sur plusieurs centaines de kilomètres, les travaux avançaient simultanément en plusieurs endroits sur le parcours. Pour nous faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler la naissance de cette mégastructure, nous quittons l'est de la France pour le sud, au cœur de l'actuel chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un chantier comme il n'en existe que très peu en France actuellement et qui s'apparente à celui des grands chantiers des années 70 et de la construction de l'autoroute A4. Pour ce nouvel axe, 44 nouveaux kilomètres sont à construire, ainsi que 200 ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques. Sur ce chantier titanesque, le bruit et la poussière sont partout. Le chantier de la 69 aujourd'hui, c'est le plus grand chantier d'autoroute qui se réalise en France. C'est là où on concentre le maximum des engins de terrassement et également parmi les plus grosses machines. Les camions que vous voyez derrière moi sont parmi les plus gros camions qu'on utilise sur les travaux de terrassement. Et actuellement en France, à part la 69, il n'y en a pas beaucoup qui tournent, quoi. Structurellement, construire une autoroute aujourd'hui reste très similaire à la façon de procéder dans les années 70. Mais le recours à la préfabrication et l'évolution du matériel... C'est vrai, les matériaux maintenant la plupart des matériaux maintenant, c'est pour les autoroutes, même les routes de manière générale, sont faits en précontrainte. Par exemple, des bétons de précontrainte qui sont faits pour supporter à telle force ou telle force directement. Donc, je sais pas, je vous dis une bêtise, par exemple la dilatation, la torsion, etc. quoi. Et performants permettent de répondre aux impératifs de l'époque. Par rapport à l'A4 ou des chantiers d'il y a quelques dizaines d'années, ce qui est devenu extraordinaire aujourd'hui, c'est la rapidité d'exécution. Les délais deviennent de plus en plus contraints. Et donc un chantier qui précédemment pouvait se réaliser en une dizaine d'années, aujourd'hui on a 3 ans pour le faire. Pour tenir ce délai de 3 ans, pas moins de 800 personnes sont mobilisées sur ce nouveau chantier historique. L'étape de terrassement est la plus longue. Elle dure 2 ans et elle est spectaculaire. Des tonnes de terre et de roches sont à extraire. Ce déblai est plus ou moins important selon l'endroit où passe l'autoroute et parfois, le tracé retenu impose des décisions radicales. Ici, là où nous sommes, le choix a été de passer à cet endroit puisqu'on évite un village qui est juste à côté. On évite également une zone inondable qui est beaucoup plus proche. Mais malheureusement, du fait qu'on passe sur un point altimétrique très élevé, on va avoir beaucoup à descendre pour pouvoir réaliser l'autoroute et dont un grand déblai à constituer à cet endroit.
Pour des questions de sécurité, d'efficacité énergétique et de durabilité de la structure, l'autoroute ne peut pas s'adapter à son relief, conserver des montées et des descentes abruptes ou des virages trop serrés. Elle doit, au contraire, conserver une géométrie constante. Pour cette raison, la colline sur laquelle elle passe doit être abaissée de 25 mètres. L'excavation représente donc ici un volume de 500 000 mètres cubes. C'est l'équivalent de 200 piscines olympiques. Mais tous ces déblais ne sont pas des déchets. Ils sont aussitôt réutilisés pour la construction de l'autoroute. Donc ici, on a les pelleteuses qui chargent les camions et les camions vont transporter la terre ensuite sur plusieurs kilomètres plus loin dans des zones qui vont être remblayées, qui nécessitent donc cet apport de matériaux. Cet énorme volume de déblais, qui représente avant tout un formidable gisement de matières premières, est réparti sur l'ensemble du tracé, dans des zones qui ont besoin d'être surélevées. Aujourd'hui, on est devenu très économe en fait sur la consommation de la ressource naturelle. Donc déjà, on a des chantiers qui sont autonomes en déblais-remblais et on essaie aussi au maximum de réutiliser les matériaux du site sans faire appel aux matériaux de carrière qui ont un impact environnemental beaucoup plus fort. Ah bah c'est économique et c'est environnemental, bien sûr, mais bon, c'est surtout économique, hein, on va pas se mentir, parce que ça coûte moins cher en fait de reprendre exactement ce qu'on a raclé, plutôt que de racler en fait et de faire appel à des carrières pour récupérer une matière supplémentaire, enfin, la matière supplémentaire pour voilà, continuer le travail, évidemment. C'est plus économique qu'autre chose, hein, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Sur ce chantier de l'A69, l'ensemble du terrassement représente 4 millions de mètres cubes. C'est colossal. Pour se faire une idée, cela représente plus de 3 fois le volume de la tour Montparnasse. C'est un chantier extraordinaire, je pense, pour les gens qui habitent ici, puisque c'est une transformation radicale du paysage de leur habitat quotidien. Et globalement, c'est un chantier qu'on voit une fois dans sa vie passer à côté de la maison, oui. Quand cette étape de terrassement sera achevée, il faudra encore patienter 1 an pour terminer les différentes couches de structure de l'autoroute avant de l'ouvrir au public. Correctement réalisés, ces travaux peuvent durer très longtemps. Depuis son inauguration en 1976, l'autoroute A4 ne souffre pas du passage intensif des véhicules dans le temps. Seule la partie supérieure, celle en contact avec les pneus des véhicules, fait l'objet d'un planning d'entretien constant. La durée de vie de la couche de surface, c'est 10 à 15 ans. On est amené régulièrement à rénover les chaussées. La rénovation des chaussées, c'est un investissement permanent très lourd pour un gestionnaire routier. À titre d'exemple, l'autoroute A4 en fait, a été rénovée à plus de 90% sur les 10 ou 11 dernières années. Donc en fait, c'est une mue permanente. Un chantier de rénovation de chaussée est une opération bien rodée pour les équipes et qui se fait en 2 étapes principales. D'abord, on retire les anciennes couches de chaussée qu'on va remplacer. Et ensuite, on vient appliquer une nouvelle couche, ce qu'on appelle d'enrobé, ce mélange de gravier, de sable et de bitume, donc sur une épaisseur assez fine, pour créer la nouvelle chaussée. Et ensuite, on repeint, avant de remettre en circulation, on repeint les lignes blanches. C'est reparti pour une décennie d'utilisation. L'autoroute A4, c'est un entretien préventif méticuleux, une infrastructure rapide, sans croisement, et des dispositifs de sûreté qui offrent aux usagers un avantage certain par rapport aux routes nationales. La proposition de valeur de l'autoroute, c'est la sécurité en premier lieu. L'autoroute est 5 fois plus sûre que la route. Sur l'autoroute, oui, on a nos patrouilles, des patrouilleurs qui circulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer la sécurité et être primos intervenants sur les accidents. Un PC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin tout un ensemble de services qui font partie du service autoroutier qui n'existe pas sur les réseaux secondaires. Pour veiller sur le trafic très important de l'autoroute A4, anticiper des ralentissements ou assister des véhicules en difficulté, un poste central de gestion de trafic, situé à Metz,
veille sur tout le quart nord-est du territoire. Ici, 17 opérateurs se relaient jour et nuit pour traiter 32 000 événements par an. 60% d'entre eux concernent des pannes. Pour les aider dans leur mission, les sentinelles de l'autoroute possèdent tout un arsenal. Alors en termes de technologie, ça représente quoi? Ça représente effectivement de nombreux écrans, de la vidéo, ce qu'on appelle un mur d'image qui va retransposer tout ce que nos caméras filment en direct. Ils ont aussi des capteurs, en fait, bon, je sais plus comment ils les appellent, mais c'est des capteurs en fait qui permettent d'avoir le trafic sur un point donné, du coup. Et je trouve que c'est super puissant. En plus des nombreux caméras qui longent l'autoroute, etc. Ils ont aussi des données en fait sur ce qui se passe en temps réel au niveau des accidents et tout. Et qu'est-ce qu'il y a encore aussi? Ils ont aussi la possibilité en fait d'envoyer des messages sur les panneaux dynamiques, comme vous le savez très bien. Les panneaux qui vous disent ouais dans tel ou tel enfin dans combien de kilomètres en fait vous avez des bouchons, des ralentissements, un accident, etc. Et vont vous dire en fait de serrer en fait à droite ou à gauche en fonction de où se trouve l'accident sur la voie en question, quoi. Les 400 caméras de la tour de contrôle sont les yeux des opérateurs. Elles sont installées aux endroits les plus stratégiques du réseau. Alors les caméras, effectivement, vont surveiller un certain nombre de points. Déjà, les endroits où il y a le plus de trafic, donc notamment pour la 4 aux extrémités, forcément vers Paris et vers Strasbourg. Les contournements de Reims, les contournements de Metz, mais aussi tout ce qui est nos échangeurs, nos diffuseurs, donc là où effectivement les autoroutes se croisent, là où les gens peuvent sortir sur les échangeurs, où là effectivement on a des caméras. Ça peut être aussi sur des endroits spécifiques où on a des viaducs, des rampes, des endroits effectivement qui nécessitent un peu plus de surveillance. Pour les opérateurs du poste central de gestion de trafic, ces caméras sont une aide précieuse. Elles les aident à assister les naufragés de la route. Au 415 400, en Strasbourg-Paris. Véhicule dans l'accotement, dans le fossé. Alors, en cas de panne, la première des choses, c'est effectivement localiser le client qui est en panne. Souvent, effectivement, ça peut être la problématique de la langue, problématique que le client ne sache pas se repérer. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'on localise notre client. Caméra de surveillance ou téléphone cellulaire, pour se localiser, tous les moyens sont bons. Le conducteur peut aussi utiliser une borne d'appel. Installée tous les 2 km, il y en a 240 sur l'autoroute A4. Lorsqu'un client appelle sur une borne d'appel d'urgence, systématiquement et à l'instant T, on a une sonnerie qui retentit auprès du poste central d'exploitation, appel d'urgence, qui est répété jusqu'à temps qu'effectivement l'opérateur réponde. SANEF Sécurité lance bonjour. On répond en moins de 10 secondes et automatiquement on a un opérateur dédié à cette opération-là. L'opérateur, en charge de l'appel, accompagnera le client jusqu'à la résolution de son problème. Une fois localisé, son rôle est de bien comprendre l'origine de la panne. Mais c'est un problème moteur, si je comprends bien. Mais aussi, et surtout, de veiller à l'intégrité physique du conducteur et de ses passagers. C'est un problème mécanique, monsieur? Il y aurait combien de personnes? Une seule personne, pas de blessés. Ouais, restez juste bien derrière les glissières de sécurité, d'accord? Alors le protocole pour sa sécurité, effectivement, s'il se trouve sur la bande d'urgence notamment, ce qui est le cas le plus fréquent. Ouais, il peut surtout se faire aspirer, donc oui, évidemment en fait qu'il aille en dehors de l'autoroute du coup. Qu'il aille derrière les barrières, et lui ainsi que le ou les personnes qui l'accompagnent. On va le mettre en sécurité. D'accord, vous êtes bien sur la bande d'arrêt d'urgence, monsieur? Il n'y a pas de gêne avec la circulation, vous ne mettez pas en danger? À savoir que sur la bande d'urgence, 15 à 20 minutes, effectivement, d'espérance, entre guillemets, de vie, c'est un peu ce qu'on dit. Donc, hors de question qu'il retourne dans son véhicule. Et le but, c'est de le mettre en sécurité le plus loin des voies de circulation pour, effectivement, qu'il ne recourt pas de risque. En attendant une assistance et afin de prévenir un suraccident, l'opérateur a également à sa disposition des outils de communication qui couvrent tout son réseau. À partir du moment où on va avoir l'information de l'événement, la première chose que l'on va faire, c'est faire de l'affichage. Ouais, donc voilà. on a effectivement nos panneaux à affichage variable. Ouais, bon, les PMV, mais bon, on peut les appeler un peu comme on veut. Moi, personnellement, je les appelle les panneaux d'affichage dynamique. Mais bon, chacun sa manière d'appeler ce panneau comme il veut. Messages variables, PMV, qui nous permettent effectivement d'informer nos clients de la situation qu'il va rencontrer. Ça peut être effectivement un ralentissement, un accident, une panne qui gêne les voies de circulation. Deuxième chose, c'est la radio, puisque systématiquement... 107.7 du coup.
ok. On va envoyer effectivement un message à la radio pour qu'il puisse diffuser sur nos ondes un message aussi de sécurité pour informer en temps réel nos clients. Vous êtes avec nous sur C977, un point sur vos conditions de circulation. Une fois les autres véhicules alertés, il faut ensuite très vite se rendre au plus près de l'événement. On engage les ressources. L'engagement des ressources, c'est des ressources internes et externes. C'est envoyer nos patrouilleurs, nos agents de sécurité pour sécuriser l'intervention, sécuriser éventuellement la panne, sécuriser l'accident, pour bien sûr que les forces de l'ordre et les services de secours puissent intervenir en toute sécurité. Sur les 437 km de l'autoroute A4 concédée, 40 patrouilleurs sont répartis sur 7 centres d'exploitation. Dépannage, mise en sécurité, balisage, les anges gardiens de la mégastructure prennent tous les risques pour assurer le bon fonctionnement de l'autoroute et veiller à la sécurité de tous. Un métier qui n'est absolument pas sans risque. Il faut toujours regarder la circulation, il faut toujours être prêt à sauter derrière la glissière, il faut essayer d'anticiper, de faire le balisage le mieux possible pour qu'il soit le mieux vu, le mieux éclairé. Il faut toujours faut essayer d'être à 100% tout le temps en fait. Avec le temps, Hervé a tout vu sur la route. Il connaît et anticipe les comportements à risque des conducteurs et sait les repérer de très loin. On va aller voir le Gugus parce qu'il n'y a rien à faire là. Il va repartir, on m'en doutait. Ah, il a vu les bleus. Stationner sur le refuge est interdit, même pour un court instant. En plus, ça sert à rien, t'as des aires de repos partout, je vois pas l'intérêt en fait de stationner en fait pour la bande d'arrêt d'urgence, c'est juste dangereux en fait pour tout le monde, et surtout pour lui d'ailleurs. Le chauffeur du poids lourd le sait, à la vue des gyrophares, il préfère quitter les lieux. Voilà. Le genre de truc. Après, t'as les voitures qui arrivent. Lui, il démarre à 20 km/h. La personne arrive à 130 et boum. Et ça, c'est fréquent. Grâce à ces équipements lumineux, le patrouilleur raccompagne le poids lourd dans la circulation en toute sécurité. Lors de sa patrouille, qui couvre une distance d'une centaine de kilomètres, c'est une nouvelle voiture immobilisée qui attire son attention. Alors là, j'y vais parce que c'est une voiture en panne et c'est une BAU. BAU sont les initiales pour bande d'arrêt d'urgence. Bonjour. C'est quoi votre panne? Si je démarre, il y a de la fumée partout. Je pense qu'elle bouffe de l'huile ou quoi. Tous les soirs, Hervé déploie des trésors de patience, de fermeté et de pédagogie pour expliquer les bons comportements en matière de sécurité. Et par contre, reste pas où t'es là. Mets-toi là-bas plus loin, s'il te plaît. Ça se voit en vrai qu'il en a rien à foutre, mais ça doit être usant d'être dans son quotidien, un premier degré. Lui, il est en panne, on va dire, mais on a l'impression en fait qu'il est pas trop concerné en fait par sa caisse, quoi. Du coup, il est là sur son téléphone et tout. Bon bref, on va pas juger, hein, mais bon. Voilà, là, t'es mieux, là. Tu roules doucement, je t'escorte. Tu peux rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, hein. Tu roules peinard, tu sors de l'autoroute, et après, tu peux faire ce que tu veux. Là encore, Hervé escorte le conducteur en lieu sûr. Voilà, là, il m'a dit, ouais, j'ai un copain qui arrive avec une barre de remorque. Et je lui ai dit, non, ça va pas être possible. Le copain avec la barre de remorque, il va pas remorquer la voiture sur l'autoroute. Donc, après, il reste deux solutions. Le dépannage. Le dépannage, c'est juste ça, il n'y a pas d'autre solution en fait, c'est juste le dépannage. Ou la mini-escorte et qui sortent du secteur Sanef. Et après, le monsieur peut faire ce qu'il veut. La fumée abondante de la voiture provient sans doute d'une défaillance du joint de culasse. Quoi qu'il en soit, cette panne oblige l'automobiliste à quitter l'autoroute A4. Pour le patrouilleur, les interventions de la nuit se multiplient. Ouais, mais lui, il dort. Après 4h30 de conduite, la règle européenne oblige les chauffeurs de poids lourds à respecter une pause d'au moins 45 minutes. Les places qui leur sont attribuées sur les aires d'autoroute sont régulièrement prises d'assaut, surtout au moment de la nuit. Là, j'en ai déjà vu en vrai, dans mes propres yeux, et j'ai jamais compris pourquoi en fait ils pouvaient se permettre de stationner n'importe où.
Même si, voilà, il y a une réglementation européenne qui fait qu'ils n'ont pas le choix, mais quand même. Et en plus, je crois que pour les chauffeurs poids lourds, bah, c'est littéralement, en fait, lorsqu'ils ont des contrôles, bah, ils peuvent littéralement le voir dans leur camion, etc. En fait, combien de fois ils se sont reposés et tout. Mais bon, bref, c'est un système, j'ai jamais su retenir comment ça fonctionnait. Mais voilà, il y en a bien un qui permet de vérifier, en fait, combien de temps ils se sont arrêtés, combien de temps ils ont dormi, combien de temps ils ont conduit, etc., quoi. Pour voir s'ils sont vraiment aux normes ou pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. No parking. Interdit. Le chauffeur est slovaque. Mais avec le temps, Hervé arrive à se faire comprendre dans toutes les langues. Sortir de l'autoroute, je comprends. Mais après, le problème, c'est que si la police, ça le passe, la police zaille. Boum. Bien que compréhensif, il reste intraitable sur les questions de sécurité. Il peut y avoir des problèmes de place de parking pour les poids lourds. Mais si tu prends les règles et la loi et la sécurité pour tout le monde, t'as pas à stationner. Ouais, c'est une question de proportionnalité, évidemment. Il peut s'outrepasser en fait de ses lois, lui, en fait, pour éviter de, pour éviter d'être pénalement encore plus répréhensible, de mettre en danger en fait tous les autres automobilistes, quoi. Du coup. Donc en soi, quitte à rouler beaucoup plus, on va dire en dehors en fait de ce qui lui est possible habituellement, autant faire ça parce que là, il a pas vraiment trop le choix, quoi. Ton poids lourd dans un refuge pour dormir. Une voiture, elle perd le contrôle. Au lieu de venir taper les glissières et que ça se termine bien, parce que les glissières, c'est fait pour amortir le choc, elle va taper l'arrière du camion et ça va pas être la même. Pour les chauffeurs de poids lourds, on a sur l'autoroute A4 déjà presque 2000 places de stationnement sur nos aires, sur des aires de repos, sur les aires de service. Et ce nombre de places ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'on continue d'investir dans des nouvelles places de stationnement pour assurer un stationnement en sécurité des chauffeurs poids lourds. Sur l'autoroute A4, un véhicule sur 6 est un poids lourd. Leur stationnement est donc un enjeu capital. 600 places supplémentaires sont en train d'être construites par le concessionnaire, dont 90 uniquement sur les 2 aires de Reims-Champagne. Ici, au sud de Reims, l'autoroute A26 rejoint l'A4 et s'y mêle sur 37 km. Sur ces aires de Reims-Champagne, on a un trafic poids lourd qui est plus intense que sur le reste de l'A4 parce qu'on a en fait le cumul du trafic poids lourd de l'autoroute A4 et du trafic poids lourd de l'autoroute A26. Et donc un besoin de places de stationnement d'autant plus élevé. Faire cohabiter des camions et des voitures sur l'autoroute est parfois tout un défi. Surtout aux barrières de péage, passage obligé, qui concentrent tous les véhicules. À la sortie 36 de l'autoroute A4, qui se situe peu après Metz, Attends, ça c'est le péage de... Je le prédis, soit le péage de Dormans, soit le péage de... Oh non, peut-être pas, non. Bon, je sais pas. Le péage de Dormans, on redirait, ou à la limite le péage de Sainte-Maine-Hould, mais ça m'étonnerait que ce soit Sainte-Maine-Hould en vrai. le concessionnaire a dû faire preuve d'une grande inventivité. Cette sortie vers Boulay, auparavant très fréquentée le matin et le soir, connaissait des bouchons avec des fils de voitures qui pouvaient remonter jusque sur l'autoroute. Ouais, non, ça c'est un diffuseur, ça n'a rien à voir, ok. Bon, je laisse tomber. Avec le risque de provoquer des accidents. Et c'est pour ça qu'à Boulay, on est allé sur un concept de péage complètement différent, qui apporte la fluidité, où il n'y a plus de barrières, et donc où on passe d'abord sur l'autoroute ou sur cette sortie d'autoroute, et on paye après, soit par son badge de télépéage, soit en paiement sur Internet. En passant sous le portique, la plaque d'immatriculation du véhicule est reconnue et le tarif fixé en fonction de sa catégorie. Le succès de cette initiative s'est révélé être le laboratoire d'un projet encore plus ambitieux. Et ce concept qu'on a inventé en France sur Boulay, on l'a ensuite très largement développé sur l'axe Paris-Normandie, donc sur l'autoroute A13, où on a enlevé toutes les barrières de péage entre Paris et Caen. Mais l'histoire du péage fluide, totalement fluide, on l'a inventé, on était les premiers à le faire, sur l'autoroute A4 à Boulay. Un dispositif. Ça, je savais pas par contre en fait que de base l'idée en fait a été expérimentée sur l'A4 et non pas la 13 en fait. Pour moi c'était l'inverse du coup. Ok.
Autant pour moi. Dispositif encore isolé sur l'autoroute A4, mais qui pourrait donc bien se généraliser sur l'ensemble du tracé dans les prochaines années. Le flux libre a des vertus écologiques. Il évite les ralentissements, il évite des congestions ponctuelles. Il évite aussi le facteur humain, le facteur d'accident qui peut se retrouver au moment des barrières de péage, qui était important, à la fois la décélération et l'accélération. De plus, lorsqu'il franchit une barrière de péage, la consommation de carburant d'un poids lourd qui doit décélérer et réaccélérer. Ouais, c'est ça qui coûte le plus cher en fait quand tu fais l'essence, etc. C'est vraiment quand tu démarres ou que. Enfin, quand tu accélères ou quand tu décélères. Même quand tu démarres aussi, hein, ça pollue en soi. Augmente d'un demi-litre à chaque passage. À l'échelle de l'A13, par exemple, longue de 225 km, c'est presque 10 millions de litres de carburant en moins chaque année. La part de l'écologie, elle est fondamentale. Quand on est une entreprise à un minimum responsable, qu'on est un acteur du transport, que le secteur des transports représente 30% des émissions de CO2 du pays, on a une obligation, je dirais morale, de s'intéresser à ce sujet et de faire en sorte qu'on puisse contribuer à décarboner. C'est quelque chose qui est extrêmement important, voilà, qui a un devoir important. La société ne peut pas se passer du camionnage. C'est une réalité. Les standards de niveau de vie les exigent, mais en même temps, les exigences sont plus grandes sur l'impact environnemental, l'impact sur le réchauffement climatique, etc. Le transport éco-responsable est le grand défi environnemental de demain, dont l'autoroute A4 est le laboratoire. Aujourd'hui, les nouvelles mobilités passent par la propulsion électrique. Et si elle n'équipait jusqu'à présent que les voitures et les camionnettes de centre-ville, elle concerne désormais les camions super lourds qui empruntent nos autoroutes. Autoroute A26, sur l'aire de Somsou, 40 km Ouais, c'est pas très loin de Troyes, quoi. au sud de l'autoroute A4. Pour développer le transport électrique, une initiative retient l'attention des médias qui sont venus en nombre pour couvrir l'inauguration de la première station relais du réseau de transport européen décarboné. L'un des inconvénients du camion électrique, c'est sa faible autonomie, qui ne permet pas encore de couvrir de longues distances. Mais est-ce réellement un frein lorsque le chauffeur est soumis à des pauses obligatoires ? Une manière d'innover, c'est pas forcément de mettre de la très haute technologie. L'innovation, c'est pas forcément que de l'intelligence artificielle. C'est aussi de réfléchir à des moyens simples, pragmatiques, efficaces, basés sur des expériences ancestrales pour atteindre un objectif qui est vraiment l'objectif de demain. L'innovation qui est mise en avant aujourd'hui s'inspire des anciens relais de poste. Après environ 280 km, pendant que le chauffeur numéro 1 fait sa pause obligatoire, le tracteur de son camion se recharge, ce qui peut prendre un certain temps et aussi se multiplier plusieurs fois sur un parcours long. Pour optimiser le temps de transport, un chauffeur numéro 2 est prêt à prendre le relais. En fait, on dételle la remorque, réattelle la remorque avec un tracteur qui est chargé. Un nouveau chauffeur prend le relais et la marchandise transite de son origine à sa destination de manière complètement décarbonée. Le premier bonus de ce nouveau concept, c'est la performance, puisque le transport des marchandises sans arrêt est 25% plus rapide. Et le deuxième bonus concerne l'emploi. Ici, le chauffeur... Je viens de comprendre l'idée, mais en vrai, c'est super pratique en soi. En fait, c'est genre la marchandise ne s'arrête quasiment jamais en fait de se déplacer. Il fait de 300 km vers le nord, il fait sa pause, 300 km vers le sud, et il dort chez lui le soir. En fait, ça transforme le métier de chauffeur routier en un boulot normal. Donc ça permet aussi de recruter plus de chauffeurs français. Donc c'est aussi un projet qui a une dimension sociale. Actuellement en phase de test, pour convaincre les pouvoirs publics de le dupliquer, le projet ne concerne pour l'instant qu'un seul axe. Entre les stations relais des villes de Lille et d'Avignon, distantes de 900 km, 3 autres stations relais
permettent de les connecter sur le parcours. Cette innovation écologique, plutôt simple à mettre en œuvre, est dans l'air du temps. Elle repose davantage sur un changement d'organisation que sur de nouvelles infrastructures coûteuses. Elle pourrait bien, dans un avenir proche, participer à développer le réseau de ces camions du futur sur toute l'autoroute de l'Est. Passé la ville de Metz, l'autoroute A4 se prolonge encore sur 160 km. Aux plaines succèdent les forêts et l'autoroute se déroule tranquillement, se créant un chemin à travers un relief assez plat. Sauf au moment donné, sur le parc des Vosges, autour de Saverne, où là, on traverse des gorges. Il y a des endroits très paysagers et vraiment des milieux naturels. Et là, ont été construits il y a un certain nombre d'années, il y a une dizaine d'années, des écoducs, c'est-à-dire vraiment des passages pour la faune, pour justement créer cette... C'est stylé de fou. Moi, à ma connaissance, il y avait très peu d'autoroutes qui le faisaient, mais l'une des plus connues, c'était la 19, l'éco-autoroute, où il y en a plein, en fait, des espèces de ponts comme ça pour les animaux et la faune locale, que l'autoroute traverse. Et ça, c'est super pratique. Continuité qui n'avait plus sur les milieux naturels. L'arrivée de l'autoroute de l'Est se fait par le nord, par les Basses-Vosges et la vallée de l'Alsace. Après 482 km, l'autoroute A4 se connecte à la métropole de Strasbourg, grâce à la M35. Ouais, la route métropolitaine 35, ouais, c'est vrai. Mais ouais, la route métropolitaine 35, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi en fait le nouveau contournement de Strasbourg, qui est géré par Vinci, si je dis pas de bêtises, et qui permet en fait d'éviter tous les bouchons qu'il peut y avoir en passant par la M35, etc., quoi. Un périphérique vers lequel converge tout le réseau local, mais aussi la célèbre Nationale 4 qu'on présente comme la petite sœur de l'autoroute A4. Quand vous partez de Paris pour rejoindre Strasbourg, vous avez deux choix. Soit prendre la 4 qui est concédée, donc payante, ou alors vous avez l'opportunité de prendre la RN4, la route historique, hein, et là vous allez plutôt prendre des villages plus petits, une route nationale. Et quand vous allez arriver sur Strasbourg, vous n'arrivez pas par le nord, mais vous arrivez par l'ouest. Longue de 446 km, cette route nationale 4 relie Paris à Strasbourg en passant par Nancy. Mais elle est giga dangereuse encore une fois. Comme à Paris, la métropole de Strasbourg connaît d'importants bouchons aux heures de pointe, particulièrement sur les 10 derniers kilomètres de la route nationale 4. Pour désengorger la capitale européenne, et plutôt que d'investir dans un réseau ferré, qui aurait été très onéreux, le choix ici a été de développer celui des cars interurbains déjà existants autour d'une idée simple. L'objectif là, ça a été de lui créer une voie dédiée, une voie réservée au transport en commun, à droite, à la place de la bande d'arrêt d'urgence, pour justement lui donner une voie réservée pour qu'il aille jusqu'au bout et jusqu'à son terminus au centre-ville de Strasbourg. C'est pratique ça en vrai. Grâce à cette voie réservée, maintenant sécurisée, une idée impossible à mettre en œuvre auparavant a pu voir le jour. La création d'un arrêt directement sur la voie rapide et dans les deux sens de circulation pour rejoindre le réseau local du tramway. Aujourd'hui, le car s'arrête, les gens descendent, remontent à niveau et sautent dans le tram. Le gain de temps, il est d'1 heure pratiquement pour beaucoup de personnes en fait, qui utilisent cette intermodalité entre le tram et les cars interurbains express. Et ce pôle est pratiquement unique en France. Cette initiative, pionnière des nouvelles mobilités, mise sur la rapidité, la ponctualité et l'interconnexion pour inciter un large public à y adhérer. Le coût des travaux pour construire et transformer ces nouvelles voies réservées est de 100 millions d'euros. Ouais, quand même, dont 15 pour... 100 millions d'euros. Ouais, je suis mort. Ça coûte très cher en vrai, hein, mine de rien. Très cher. Soit 15. Si c'est le prix à payer pour gagner 1 heure, vous me direz, ou plus. Pour les travailleurs, en vrai, je pense que eux ils disent pas non. 15 millions d'euros sont uniquement destinés à la réalisation d'aménagements pour la préservation de la faune et de la flore. Ces travaux sont ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Pour comprendre ces mesures, retour sur le chantier de la nouvelle autoroute A69 dans le sud de la France.
Ici, le programme de compensation est gigantesque. Il représente 23% des 450 millions du budget. Il concerne une surface de 400 hectares, mobilise une équipe de 30 personnes et comme tous les chantiers actuels, il est surtout obligatoire. Pour que les aménagements routiers soient le plus transparents possible sur l'environnement, et en particulier sur la biodiversité, une directive européenne s'applique à tous les États membres. On l'appelle la séquence ERC pour éviter, réduire et compenser. Le E de éviter concerne le tracé de l'autoroute dès l'étude du projet. Concrètement, les mesures d'évitement qui ont pu être mises en place ici, on a été amené au moment de la conception et de la géométrie de l'ouvrage à déplacer légèrement sur quelques dizaines de mètres l'ouvrage, justement pour pouvoir éviter l'impact direct sur ces milieux-là. Le R de réduire se mesure au pied de ce viaduc. Ici, l'ouvrage d'art le plus important du chantier passe au-dessus de la rivière Agout, située sur la commune de Castres. Elle abrite la loutre d'Europe, une espèce protégée. Dans le cadre du cahier des charges qui nous a été confié au départ, l'ouvrage qui nous était demandé comportait 3 paires de piles, donc 6 piles au total, pour pouvoir traverser le cours d'eau de la Goutte. Les piles d'un pont, ce sont les appuis intermédiaires sur lesquels repose le tablier. Réduire l'impact environnemental a été de travailler à diviser leur nombre par 3. Elles ne sont plus que 2 à soutenir les 144 mètres de l'ouvrage et surtout, elles sont implantées en bordure de berge et non directement dans l'eau. La rivière reste ainsi l'entière propriété des loutres d'Europe. Enfin, le C de compenser consiste à réparer les erreurs d'aménagement du passé à la faveur de nouveaux chantiers. L'obligation qui est faite, c'est à minimum de récupérer une naturalité équivalente et dans la mesure du possible d'avoir même de la plus-value par rapport à ce qu'on a pu perdre au départ. La plus-value, c'est ce qu'on obtient quand on peut gommer les malfaçons d'autrefois. Comme l'autoroute A4 avec la nationale 4, le tracé de la 69 danse avec la route nationale 126. Pour réduire les coûts, 2 portions de cette route nationale seront intégrées à la nouvelle autoroute. 7 km sur la commune de Puylaurens et 3 km sur celle de Soual. Ici, le programme des mesures compensatoires permet une renaturation des cours d'eau, canalisés en ligne droite au siècle dernier et détruisant donc toute la biodiversité. Donc là, on a recréé, en fait, on le voit derrière, des courbures du cours d'eau qui va permettre, en fait, d'avoir un écoulement un peu différencié et de recréer des habitats naturels avec des caractéristiques bien particulières. Des plantations vont bientôt venir terminer cet aménagement pour y développer la vie. C'est bien, au moins ça va permettre un peu de rendre à la nature en fait ce qui lui revient de droit, quoi, littéralement. Et je trouve que c'est super intéressant en fait de le rappeler. Parce que les autoroutes, malheureusement, le coût environnemental que ça représente en fait de les entretenir et de les construire, même d'y étudier en fait la construction dès le départ, ça revient en fait à anéantir en fait tous ces écosystèmes-là en fait qui sont très très importants, quoi. Dans le futur, des associations indépendantes viendront s'assurer sur le long terme que la faune a bien pris possession du lieu. Pas pris, repris possession plutôt, je dirais ça, à leur place. La compensation, elle va restituer des zones, elle va recréer des nouvelles zones naturelles, mais qui sont fabriquées, ce qu'on appelle une renaturation. Donc ce n'est pas des zones naturelles, c'est des zones artificielles qui ont été transformées. C'est-à-dire qu'on va quand même détruire des zones naturelles. Donc la reconstitution d'un biotope, d'un milieu naturel, va prendre du temps. Voilà. Donc c'est le moindre mal, dirons-nous, mais ce n'est pas tout. Dans les années 70, au moment de la construction de l'autoroute A4, bien avant les mesures compensatoires, l'impact des travaux sur le milieu naturel était totalement absent des débats. L'époque était au développement économique et touristique. Des considérations qui ont depuis évolué avec le changement climatique. Aujourd'hui, l'acceptation des autoroutes, elle est beaucoup moins facile. On voit le cas de l'A69, dans le sud de la France, une autoroute qui a été pensée dans les années 90, sauf que entre le moment où il y a eu cet intérêt pour cette autoroute et puis la nécessité
Finalement, il s'est passé plusieurs décennies. Aujourd'hui, la question environnementale est plus importante. Est-ce que c'est de protéger le milieu naturel, mais aussi des humains, de nous, ou favoriser peut-être quelques entreprises ou favoriser un certain nombre de concessionnaires? Pour cette nouvelle autoroute A69 entre Toulouse et Castres, c'est la société Atosca qui a obtenu le contrat de concession jusqu'en 2077. Il y a de la marge quand même, jusqu'en 2077. Il y a le temps en fait de la construire et de rentabiliser en fait tous les coûts en fait qui ont été en fait nécessaires pour la construire quoi, justement. 53 km du chantier, pour elle, le changement d'époque se vérifie tous les jours. Sur les 53 km du chantier, pour elle, le changement d'époque se vérifie tous les jours, avec des mobilisations populaires, parfois très violentes. L'opposition sur le terrain est physique, avec les insultes à notre personnel, les dégradations de matériel, les incendies de matériel, les incendies d'une partie de nos ouvrages. Tout ça, on a eu 400 événements d'agression ou de dégradation ou d'incidents sur le chantier. On a porté plainte 250 fois. Malgré la déclaration d'utilité publique, la contestation ne faiblit pas et anime toutes les passions. Achevé à 70%, le chantier a même été suspendu par le tribunal administratif de Toulouse pendant 4 mois, avant de reprendre sur décision de la cour d'appel. L'autoroute reste plébiscitée par les habitants de Castres et de ses environs. Aujourd'hui, on a montré qu'il y a 75% des habitants de ce territoire qui sont vraiment concernés par cette autoroute, qui demandent l'autoroute, qui la souhaitent. Donc déjà, c'est le premier élément déclencheur qui fait qu'après, on y travaille. La ville de Castres, qui représente un bassin de 50 000 emplois pour 140 000 habitants, n'est pour l'instant relié à aucune autoroute. La 69 leur permettra de gagner plus de 20 minutes par trajet. Mais est-ce qu'il y a vraiment nécessité aujourd'hui de construire des autoroutes? Est-ce que la vitesse est la première valeur aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Alors que dans les années 60, c'était la vitesse, c'est-à-dire qu'il faut les relier le plus rapidement un point A à un point B. Plutôt qu'une nouvelle voie rapide, certains dénoncent aussi un double emploi avec la route nationale existante. Les opposants, souvent, proposent un aménagement minimal de la RN126, en faisant des créneaux de dépassement, en mettant en place des giratoires, en dénivelant juste quelques échangeurs. Et on voit que des aménagements de ce type-là sont encore plus accidentogènes, parce qu'ils donnent le sentiment de pouvoir rouler vite, alors qu'au final, les conditions de sécurité ne sont pas remplies. On a souvent, dans ces cas-là, encore plus d'accidents sur des routes de ce type-là. Ouais, mais ça coûte moins cher de faire ça en fait plutôt que de construire une autoroute de zéro quoi. Enfin, je trouve. Hein. Je trouve qu'en vrai, l'idée est plus intelligente en fait d'élargir une nationale plutôt en fait que de créer une nouvelle autoroute avec potentiellement je ne sais pas combien de péages quoi. Entre l'autoroute A69 et l'autoroute A4, il y a 50 ans d'écart. 50 ans pendant lesquels la France a changé de rythme, de visage et d'ambition. L'A4 a accompagné l'essor industriel et l'avènement de la voiture reine. L'A69 se déploie dans un monde qui doute, qui calcule ses émissions, qui questionne l'héritage laissé au sol et aux vivants. Deux autoroutes, deux contextes, deux époques. Pourtant, à 50 ans d'intervalle, le même besoin de mobilité persiste. L'autoroute A4 va se transformer, son exploitation va évoluer, mais sa permanence, c'est quelque chose de probablement indiscutable. Et donc le rendez-vous peut être pris dans 40 ans. Il y aura toujours besoin de la route, besoin de l'autoroute. C'est vrai. À travers ces travaux de rattrapage, Il y aura toujours besoin de la route et des autoroutes, ça c'est indéniable. de rénovation et de mise à niveau, l'autoroute A4 rejoint continuellement un chantier après l'autre les standards de confort, de sécurité et d'écologie des projets les plus récents. Si on se projette dans l'avenir, l'autoroute A4, demain, c'est une autoroute avec massivement plus de recharge électrique. C'est peut-être une infrastructure qui accueille aussi des véhicules autonomes qui se déplacent un peu plus tout seuls. Voilà. Donc on peut rêver un peu, on est un peu dans la science-fiction là, mais en tout cas, l'histoire a montré qu'en tout cas, c'était un objet qui se transformait beaucoup au fil des années. Et donc il est certain que cette autoroute continuera à se transformer dans les prochaines années.
Au fil du bitume, l'autoroute de l'Est demeure un fil tendu entre Paris et Strasbourg, entre le quotidien de millions d'usagers et les grandes mutations d'un pays en mouvement. Depuis plus d'un demi-siècle, elle accompagne nos départs, nos retours, nos vies ordinaires et nos moments d'exception. Et demain, alors que de nouvelles pratiques de déplacement émergent, que le climat impose de repenser les distances et les vitesses, l'A4 demeure une histoire ouverte. Une route qui, comme toutes les routes, n'a jamais vraiment de fin et dont le futur, à l'image de ceux qui la parcourent, se construit kilomètre après kilomètre pour les 50 prochaines années. Belle phrase pour conclure cette vidéo. Et ouais, je trouve que c'est une très très bonne vidéo. Alors merci à tous d'avoir regardé et sur ce, à la prochaine. À plus.